Buongiorno a tutti, nouveau drame de la route ce dimanche soir en Corse. Une personne a perdu la vie, 3 autres ont été blessés dans un accident de la circulation. Les faits se sont produits vers 19h dans le secteur de l'étang d'Urbino. Parmi les 3 blessés, l'un a été plus grièvement touché et évacué via les airs sur le centre hospitalier de Bastille. Les 2 autres ont été transportés par ambulance sur Falconade. On ignore pour l'heure les circonstances de cet accident. On sait seulement que 2 véhicules sont entrés en collision. Politique, élections européennes marquées par une forte participation, en tout cas en hausse, 38,4% par rapport à la dernière édition de 2014. Les élections européennes ont donc été marquées par la victoire en Corse du Rassemblement national. Avec 27,73%, la liste de Jordan Bardella, soutenue par Marine Le Pen, arrive devant Europe Écologie Les Verts avec ses 21,96%. Le soutien de Femuago Orsiga n'aura donc pas suffi à contrer la vague bleu marine. C'est la République En Marche qui complète le podium de ces européennes en Corse avec 15,03%. Confirmant le message d'Emmanuel Macron, ce dernier ne prend toujours pas en Corse. Derrière, à la 4e place, comme au niveau national, les Républicains font grise mine avec seulement 12,22% des voix insulaires. 5e, le Parti communiste avec 3,84%, devançant le surprenant Parti animaliste qui arrive avec ses 3,54% en 6e position et se paye le luxe même de passer devant le Parti socialiste et la France insoumise. Sur les grandes villes, le Rassemblement national fait quasiment carton plein, étant en tête à Ajaccio, mais également à Bastille, avec respectivement près de 1700 voix et 600 d'avance sur Europe Écologie, mais également à Portivecchio, Beguglia, Furiani, Luciana, l'Isola, ou même Bonivacio, où Jean-Charles Ortsucci voit la République En Marche accuser plus de 11 points d'écart avec le Rassemblement national. Europe Écologie arrive en tête à Corti, tandis que les Républicains, qui ont essuyé un lourd revers à Ajaccio, en passant sous la barre des 10%, arrivent largement en tête par contre à Borgo et Calvi, où l'électorat est resté fidèle à Anne-Marie Natali et Ange Santini. Quant à François Alfonsi, il retrouve son poste de député européen. La liste sur laquelle il se trouve, en 9e position, arrive ainsi en 3e place, avec près de 13% des voix. Il se place ainsi derrière la liste du Rassemblement national et de celle de la République En Marche au niveau national. En Corse, elle arrive même en 2e position. La coalition Europe Écologie Les Verts, amenée par Yannick Jadot, crée une véritable surprise dans ce scrutin européen. Pour François Alfonsi, le score obtenu est une victoire pour Europe Écologie, mais également pour la Corse. Nous l'écoutons. L'écologie a magnifiquement réussi le pari de cette élection européenne avec Yannick Jadot, que je félicite vraiment. Et ici en Corse, on a aussi fait une belle élection, on a mobilisé sur le terrain. Je crois que l'élection que je viens d'obtenir est vraiment un très bon perspective pour l'avenir. Ça va nous permettre de développer une action collective avec l'exécutif, avec Gilles Simeone, avec Nanette Maupertu au comité des régions, avec les 3 députés à Paris. Et avoir le relais à Bruxelles, c'est important pour les intérêts de la Corse et c'est important aussi pour internationaliser le combat que nous menons en Corse pour l'émancipation, pour la reconnaissance du peuple corse. Une surprise, disent les observateurs, que ce score de quasiment 13% pour Yannick Jadot. Oui, effectivement, les sondages le mettaient plus bas, mais on voyait bien que tous les sondages remarquaient qu'il y avait une forte montée en puissance du vote écologiste. Finalement, il est monté plus qu'on pouvait le penser, mais la progression était vraiment très sensible, surtout dans la dernière semaine de campagne. Vous retrouvez donc votre poste au Parlement européen. C'est une bonne chose, vous avez dit, pour la Corse, pour faire avancer les dossiers de la Corse. Oui, tout à fait. D'abord, on va être au sein d'un groupe écologiste plus puissant que ce qu'il n'était quand j'étais déjà député européen. Donc, ça va nous donner plus de force dans la présentation et dans le soutien que nous aurons pour les choses que nous voulons mettre en avant pour la Corse. Ensuite, il y a effectivement une relation à l'exécutif en Corse qui va être pleinement fructifiante, à faire fructifier immédiatement. Moi, c'est mon second mandat. Vous savez, un second mandat, on est toujours un peu plus préparé que quand on fait le premier. Et j'espère que dans les mois qui viennent, où il y a des dossiers très importants pour l'île qui vont se discuter, je pense à l'agriculture, je pense au développement régional, tous les fonds structurels. Voilà, il y a vraiment un gros travail à faire et je suis heureux de pouvoir le faire en étant autour des tables au Parlement européen pour représenter la Corse. Il y a la nécessité de créer un intergroupe des îles auquel je vais m'attacher immédiatement de façon à ce qu'on puisse bénéficier pour ce lobbying essentiel pour la Corse mais aussi pour toutes les îles des moyens logistiques du Parlement européen.
Voilà, donc il y a une mise en place qui va être faite dès le mois de septembre et qui est, je crois, permettra de déployer nos démarches sur un champ nouveau et qui va interférer avec la politique locale. Franchement, je pense que pour la Corse, c'est une bonne nouvelle d'avoir un député européen et de ne pas être finalement la seule région de France qui n'a aucun député européen, parce que c'est vers cela que l'on se serait acheminé s'il n'y avait pas eu cette ouverture qui nous était faite par le mouvement écologiste. L'ambiance était électrique ce samedi à la salle polyvalente de Lupino à Bastille, où le maire de Bastille, Pierre Savelli, entouré de ses services et de la présidente de l'Office de l'Habitat, Fabiana Giovannini, est venu expliquer le projet de redéfinition de tout un secteur de logement social dans lequel figure la fameuse cité des Monts, dont les bâtiments 32 et 33, mais également 36A, doivent être démolis. Face à eux, des habitants majoritairement opposés à ce projet, dont le collectif qui s'est mobilisé depuis quelques semaines, qui bénéficiait du soutien de François Tatti, par ailleurs présent à cette réunion. Une explication de projet qui a rapidement tourné au dialogue de sourds entre des habitants ne voulant pas entendre parler de démolition de leur immeuble et une municipalité tentant tant bien que mal de défendre son projet et d'expliquer que tous les habitants seront relogés avant la démolition au sein même de leur quartier pour ceux qui le souhaitent à loyer constant. Au sortir de cette réunion, Pierre Savelli, le maire de Bastille, a tenu à minimiser le côté agité de celle-ci et s'il semble reconnaître qu'il y a peut-être eu des failles dans la concertation, celui-ci assure que ses services se sont pourtant mobilisés en ce sens. On écoute le maire de Bastille, Pierre Savelli. Il y a un collectif qui s'est créé, qui ne représente pas la majorité, mais qui existe, donc on l'écoute. Ils nous disent qu'il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu, depuis 2016, un AMO qui est monté sur le terrain, qui a fait un bilan complet de la situation, l'état des immeubles, l'état des voiries, l'état des cheminements piétons, l'état de l'éclairage, et qui a été, me dit-on, alors là on me dit qu'ils ne sont jamais passés. Moi j'ai fait quelques réunions publiques depuis 2016 et j'ai rencontré beaucoup de gens. Alors peut-être que ces gens-là n'habitaient pas la cité Aurore ou du moins enfin, les logements concernés, mais c'est quand même étonnant. Donc il y a eu concertation et je ne demande pas le fait que peut-être pas tout le monde a été concerté. Après souvent on va dans les réunions et on découvre au bout d'un moment le projet tel qu'il a été décrit, défini par l'ensemble des gens en disant mais c'est pas ce projet-là qu'on a voulu. Donc ça on va l'entendre. Aujourd'hui il faut être aussi un petit peu à la hauteur des enjeux. C'est un projet qui concerne presque 800 logements avec ce Mantinum, qui prévoit beaucoup de rénovations, quelques déconstructions et qui prévoit aussi un projet global avec rétrocession de la voirie à la ville pour que la ville puisse enfin de manière légale aller intervenir sur la voirie, même si une convention va être signée pour anticiper. Donc c'est un projet qui concerne beaucoup de familles et dont je comprends les mois pour les familles qui habitent dans les logements qui vont être déconstruits. Mais à un moment donné c'est un projet qui concerne tout le monde et qui concerne un quartier et au-delà une ville. Mais justement, il n'y a peut-être pas eu une erreur de communication à la mairie, même aujourd'hui vous êtes arrivé un peu sur la défensive quand même sur vos positions. Il n'y a pas eu vraiment de mea culpa de votre part concernant la concertation. Visiblement, beaucoup de personnes n'ont pas participé à cette concertation. Il y a quand même une grosse incompréhension entre vous et les habitants qui sont aujourd'hui majoritaires aujourd'hui. D'abord, nous ne sommes pas arrivés sur la défensive. Je vous rappelle quand même que nous avons fait une première réunion avec un nombre de personnes qui n'ont peut-être pas compris ce que j'avais dit. C'est pour ça que ce soir, je l'ai répété plusieurs fois avec force. Le 13 mars, que je m'étais engagé à faire une réunion avant la fin mai, ce qui a été fait puisque nous sommes avant la fin mai, et que d'autres réunions vont avoir lieu, probablement en juillet ou en septembre, chaque fois qu'on a avancé sur les projets. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on arrive sur la défensive. Si on était arrivé sur la défensive, on serait peut-être arrivé avant. On n'aurait peut-être même pas attribué la salle polyvalente à des partis politiques qui faisaient intervenir un collectif. Donc je pense qu'on a été pas du tout... Nous, on laisse les gens s'exprimer. La démocratie participative, c'est compliqué. Après, moi, je ne nie pas le fait qu'il y a eu un défaut de concertation. Depuis le début de l'opération, qui date de 2016, c'est quand même un petit peu compliqué à croire. Alors, ce n'est ni une contrainte sécuritaire, ni une contrainte architecturale. C'est une contrainte en termes d'urbanisme, au sens large du terme. C'est pas un immeuble, c'est l'urbanisme d'un quartier, la circulation dans ce quartier. Donc c'est ça l'urbanisme. Ça concerne aussi la dimension cohésion sociale, mixité sociale. Donc vous voyez que c'est un problème qui va au-delà de... Et moi je comprends l'émoi des familles, l'émoi des enfants qui ont grandi dans ces immeubles, dans ces appartements, à qui on va dire mais on va déconstruire. Alors, mais aujourd'hui, il n'y a pas de... C'est pas le... Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? C'est pourquoi on fait comme ça. Le problème, c'est que vous avez vu qu'aujourd'hui, on n'a pratiquement parlé que du 32-33, en oubliant qu'il y a derrière le 32-33, 650 logements qui sont concernés. Et la démolition annoncée du 36A. La démolition déjà annoncée du 36A, peut-être pas compris du 36A. Ce projet, on ne peut pas dire qu'on le sort aujourd'hui. Ce projet-là, il existe depuis
la première réunion que nous avons faite au mois de mars. Il y avait le 32, le 33. Alors, le 36A, les gens le découvrent. Le 36A, il était prévu qu'il soit déconstruit. Vous le découvrez peut-être. Et sur ça, il faut faire votre travail différemment. Excusez-moi de vous le dire. Je reviens encore. La dimension, c'est pas une dimension. Est-ce que si on refait plus d'appartements, il y a plus d'argent? C'est qu'est-ce qu'on veut faire dans ce quartier? Dans ce quartier, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réintroduire la mixité, ce qui n'est pas le cas du tout. Ah ben ça, on paye assez pour le savoir. On veut changer les cheminements piétons, faire des quartiers dans lesquels, quand on rentre, on ne peut pas en sortir sauf à faire marche arrière. Il n'y a pas beaucoup de quartiers où ça se passe comme ça. Donc, quartier où on puisse circuler. Alléger le nombre de logements sociaux qu'il y a dans ce quartier pour mettre de la mixité sociale. Je le répète, et c'est ce qu'on va faire sur ce quartier, ce qu'on va faire sur la Carbonite, ce qu'on va faire sous Loupine, ce qu'on va faire sur le centre-ville. La vraie mixité qui permet aux gens de s'insérer, de s'intégrer et de vivre en harmonie. Objectivement, quand on voit la tournure qu'a pris la réunion d'aujourd'hui, n'y a-t-il pas quand même un constat d'échec à faire? Non, alors la tournure de la réunion, je ne sais pas si vous pensez que la réunion a pris une tournure particulière. C'est une réunion avec des gens qui sont... On a vu une hostilité de la majorité des gens présents dans la salle quand même. Une hostilité des gens qui étaient en face de vous. Parce que ceux qui étaient derrière vous, ils n'étaient pas hostiles du tout. Il s'agissait de Pierre Savelli, le maire de Bastille. Parmi les habitants s'étant le plus exprimé figure Eliane Izet, qui habite depuis 50 ans dans un logement du 33 de la Cité des Monts, faisant partie du collectif qui bénéficie du soutien de François Tatti. Cécile estime que la majorité municipale manque de considération pour ce quartier et ses habitants. On écoute Eliane Izet. Que ces gens ne nous ont jamais avertis. Depuis 50 ans que je suis là, jamais je n'ai vu personne. Donc comme je vous ai dit, comme j'ai dit à la présidente, en 50 ans, combien j'en ai vu 5 ou 6 ou 7. Donc ils ont toujours dit la même chose. Quant à monsieur le maire, ils sont bien contents de leur projet. Nous, non. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas. Parce que les gens de Lupine ne font pas partie de Bastia. C'est pas vrai. On n'a jamais été considérés. Nous avons été laissés pour compte. Vous savez pourquoi? Soi-disant, les gens, c'était des ânes. C'était laissés pour compte. C'était des gens insignifiants. Voilà. Lorsqu'on vous assure qu'on va vous reloger dans le quartier à prix constant, ça ne vous satisfait pas? Non, parce que c'est pas vrai. Parce que vous savez très bien, il y a un monsieur là qui a dit je paie 460 € par mois et j'ai le gaz qui est payé. Faites le compte. Si vous mettez 200 € par mois à la fin de l'année, ça fait 1400 €. Je pense qu'ils n'ont pas les consommations, 1400 € par an. Donc, ils sont toujours perdants. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ne soient pas bien relogés. Parce que vous savez ce qui se passe. Il n'y a pas de nouvelle construction. Ils vont nous remettre dans de vieux HLM. Pour refaire quoi? Dans 10 ans, les redémolir? Nous, ce qu'on dit, le collectif, c'est que nous sommes des gens âgés de 87 ans à 75 ans. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de mourir chez nous. Ce ne serait pas la peine. Il va faire 10 ans. On le sait pertinemment que ce n'est pas pour demain matin qu'il va nous mettre dehors. Ce n'est pas demain matin, nous le savons pertinemment. Nous, on a le temps de mourir. Par contre, on se bat pour les gens qui vont revenir. Ce n'est pas la démolition qui va faire changer les mentalités. Ce n'est pas cette démolition. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de dire qu'il a été maire, qu'il a fait quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment de ne pas être considéré par cette mairie? Absolument, absolument. On n'a jamais été considéré. Et ce n'est pas maintenant qu'il va me faire croire que nous sommes des gens ou l'intérêt. La preuve, tous ces gens-là, c'est la première fois que je les vois en 50 ans. Donc eux, il n'y a que 6 ans de mandature à la mairie. Moi, je n'ai jamais rien vu de personne. Et la présidente, il n'y a que 6 mois qu'elle est là. Donc on l'a vu la première fois, le 13, comme il a dit lui, le 13, je ne sais pas trop quand. Nous terminons ce journal avec une page sport et plus particulièrement football. Après un incroyable retour sur cette fin de championnat, le FC Bastia-Bourg réalise l'exploit et a décroché ce week-end son billet pour le national suite à sa victoire écrasante 4-1 à Vannes dans le cadre de la dernière journée du championnat de Ligue 2. Même si un match nul aurait suffi aux hommes de Jean-Nero Taviani, ceux-ci ont su décoller en seconde période, laissant place à un véritable show de leur attaquant Cédric Ozumo, auteur d'un quadruplé validant ainsi la montée du club présidé par Antoine Emanueli. Et puis c'était le dénouement également du championnat de N3. Les clubs évoluant dans cette division ont connu des fortunes diverses ce week-end. On sait depuis quelques semaines que le Sporting Club de Bastille évoluera la saison prochaine à l'échelon au-dessus en N2. Le Gallia Luciane et la réserve de la CA ont de leur côté assuré leur maintien à ce niveau. Du côté de l'Étoile de l'EFB, il faudra repartir en R1 la saison prochaine puisque les filantistes sont relégués. Enfin, Basilicata devrait, sauf surprise, repartir en N3 la saison prochaine. En effet, le Paris Saint-Germain ayant annoncé son intention de retirer son équipe réserve de N2, cela permettra à l'AS Monaco d'être repêché et par ricochet donc de sauver l'équipe ayant terminé 10e de la poule Corse-Méditerranée, soit Basilicata. La poule Corse-Méditerranée de la saison prochaine sera donc composée de la CA, du Gallia Luciane, de Basilicata, donc a priori de Fouriane relégué de N2, ainsi que du FC Balagne promu de R1, à moins que diverses procédures engagées par certains clubs ne viennent changer la donne d'ici là.
Justement, une semaine après le sacre de l'US Corti, c'est au tour des joueurs du FC Balagne de fêter leur titre de champion de Corse hier après le succès acquis face à la Casinque en R1 sur le score de 3-1. Les Balanins viennent ainsi coiffer sur le fil les montagnards qui étaient exempts pour cette dernière journée. Notons que le FC Balagne a récupéré des points sur tapis vert dans la semaine suite à une décision de la FFF concernant le match Fouriani-Balagne qui avait été perdu par le FC Balagne, une affaire qui n'est d'ailleurs peut-être pas tout à fait terminée. On se quitte avec les prévisions météo. Nous ne sommes pas le 27 décembre, mais le 27 mai 2019 aujourd'hui. Et comme d'habitude, il y aura de la pluie et un temps très frais aujourd'hui sur la Corse. Avec ce matin de la pluie sous un ciel couvert. En début d'après-midi, les précipitations vont se raréfier un petit peu avec quelques éclaircies qui se formeront. Mais cela ne durera pas puisque la pluie reviendra derrière avec notamment une nouvelle dépression en fin de journée. En milieu d'après-midi, sachez que le vent sera de nord-est, tournant ouest, soufflant modérément vers la partie orientale de la Corse, puis ce vent s'atténuera. Les températures sont toujours, on va pas dire hivernales, mais presque, avec seulement 19 degrés du côté de Bonivaggio, mais également de Propia, Sartè, 20 degrés pour Ajaccio, Calvi, Velise ou la Bastille, Corti, Aleria et Portivecchio. Autant dire que le printemps tarde à s'installer sur notre île. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actualité ce matin sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité et bonne matinata a tutti.